Bienvenue dans cette émission. Nous allons parler de la jeunesse et notamment du mouvement des scouts et guides de France, le plus important des mouvements de scoutisme, avec Anne Gilbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du centre d'activité du château de Jambeville dans les Yvelines. C'est un des plus grands centres de scoutisme en France, c'est ça? Oui, c'est ça. On est donc on a un centre d'activité où on a un espace très important de 52 hectares. Donc on peut vraiment accueillir beaucoup de scouts, notamment le week-end, mais aussi on fait de l'accueil en semaine. On peut accueillir aussi des formations ou autres pour permettre à nos responsables et nos cadres de venir et de se former. Voilà, exactement. Mais voilà, c'est une vraie chance d'avoir ce centre en pleine nature, au cœur des Yvelines. C'est 52 hectares, c'est un magnifique château aussi. Hein. Oui, aussi. C'est vrai qu'on a les scouts de France ont acheté cette propriété en 1952 ça fait quelques temps. Non, voilà. Et on a au fur et à mesure des décennies aménagé et les espaces bâtiments et les espaces verts pour que ça soit vraiment un lieu vitrine de la qualité du scoutisme, comme on aime à le dire en tout cas. Voilà. Absolument. Alors, on va parler du mouvement scout dans quelques instants, mais il va y avoir un événement qui a lieu ce week-end, c'était les 4 et 5 mai, dans ce château de Jambeville, enfin dans ce domaine. C'est une sorte d'assemblée générale, c'est ça? C'est ça. En fait, chaque année se tient l'Assemblée générale des scouts et guides de France. Donc cette année, c'est ce week-end 4-5 mai. Ça va réunir des cadres de toute la France. On a aussi des cadres des dom-toms qui viennent et qui nous rejoignent aussi parce qu'on a des groupes là-bas. Et donc du coup, on sera à peu près 2000 personnes pour tenir ce temps d'Assemblée générale qui est à la fois un temps bien sûr régalien avec tous les rapports moraux, financiers et d'activités qui sont présentés à nos adhérents, mais aussi des temps de rencontres et d'échanges sur des thèmes un peu clés pour nous aujourd'hui, en tant qu'éducateurs et en tant qu'accompagnateurs d'enfants et de jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui être scout? En fait, on est dans des réflexions et des temps d'échange comme ça lors de ce week-end. Et si vous deviez donner une réponse, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être scout? Être scout, c'est vivre une pédagogie de l'action, apprendre par le jeu, apprendre par la mise en projet, apprendre par le vivre ensemble, et apprendre aussi en étant à l'écoute de la vie dans la nature. C'est vrai qu'on est un peu on essaye d'être des spécialistes de cette vie-là, de comment est-ce que on est au service de la nature, comment est-ce que la nature nous accompagne dans notre rythme d'activité. Et donc voilà, on essaye de se dire, être scout aujourd'hui, c'est la pédagogie pour grandir, d'éducation par l'action. Et comment est-ce qu'on se met en action ensemble, en groupe et plus largement. Alors, on parle beaucoup, et c'est vrai que ça existe, d'un malaise de la jeunesse, qui a été d'ailleurs renforcé après la crise de la Covid, notamment. Et est-ce que vous pensez qu'un engagement, notamment dans le scoutisme, ça peut être ailleurs, mais notamment dans le scoutisme, peut être une sorte de réponse à ce mal-être? Oui, pour nous, c'est une vraie réponse de se dire, à partir du moment où on a des responsabilités, à partir du moment où on est reconnu et qu'on est avec nos pairs dans des lieux où on peut exercer une responsabilité, où on peut avoir de l'échange, où on peut savoir qu'on compte sur soi pour telle ou telle chose, pour tel ou tel projet, on est convaincu que ça, c'est vraiment un levier d'éducation et un levier de bien-être. En fait, c'est aussi, là, on va énormément échanger ce week-end sur ce qu'on appelle une résolution sur la bientraitance et comment est-ce que, avec notre expérience et cette expérience que l'on confronte à d'autres associations, à d'autres structures, comment est-ce qu'on peut être un peu innovant dans cette manière de dire aujourd'hui, la jeunesse qui s'engage est une jeunesse qui va bien parce qu'elle se sent utile, parce qu'elle sent qu'elle a sa place dans la société et parce que par des engagements même bénévoles, et ben ça apporte, ça concrétise les valeurs de vie, les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité. Voilà, ça les rend concrètes. Et on est persuadé que la concrétisation de ce genre de choses permet à la jeunesse d'aller bien et de se sentir, de grandir en estime de soi, en confiance en soi. Et c'est ça vraiment qu'on a envie de mettre en place et en parler à notre Assemblée générale là, ce week-end avec les responsables principalement, et notamment au moment d'un grand rassemblement qui aura lieu l'été prochain en 2025, qui va réunir nos 14-21 ans du mouvement, donc 20 000 personnes, où on va vraiment être sur ces notions-là de se dire qu'est-ce que la jeunesse a envie de dire aujourd'hui à la société et quelle place elle prend. Quand vous parlez de bientraitance,
Alors, c'est le contraire de la maltraitance, hein, oui, qui est un mot qu'on emploie plus souvent d'ailleurs. Hein. Ça veut dire quoi? C'est vrai que le mouvement scout, c'est bien évidemment un développement personnel, mais c'est aussi un développement dans une collectivité, dans une équipe. Tout à fait. Il n'y a rien qui se vit sans soit une cellule de 6 à 8 personnes ensemble, c'est qu'on appelle équipe, pour résumer, ou dans un groupe de 20-25 personnes, qui après est dans un autre groupe avec toutes les tranches d'âge. En fait, nos pédagogies par tranche d'âge permettent en fait, on fait 6-8 ans, 8-11 ans, 11-14 ans, 14-17 ans et 17-20 ans, de vivre cette intertranche d'âge, mais court, de 3 ans, permet à ce que les plus jeunes se sentent appelés par les aînés à grandir. Et donc du coup, les aînés sont interpellés pour prendre soin des plus jeunes et permettre de vivre des bons moments. Voilà. Et donc des petites choses comme ça vont permettre la bientraitance. Il y a aussi dans le mouvement scout, mais on va parler plus profondément du mouvement scout aujourd'hui, mais des sortes de rites initiatiques. Oui. C'est important aussi, ça. C'est important de marquer les étapes. C'est vrai qu'on a tout ce qui est de l'ordre de... D'abord, il y a des progressions. On commence au bas de l'échelle et puis on... Alors, on est dans des... Alors ça, on évolue aussi. On est en questionnement là-dessus, mais oui. C'est vrai qu'on commence... il y a différents rôles. On n'est effectivement pas tout de suite responsable d'équipe ou responsable de projet. On apprend. Néanmoins, cette notion de leadership qu'on essaye de mettre en œuvre dès le plus jeune âge, en étant adapté aux différents projets, on se dit, si un jeune a une idée qui peut entraîner un groupe et se développer, on va lui confier, on va l'accompagner à prendre le leadership sur cette idée-là et à réaliser ce projet-là. Et après, il y a ce qu'on appelle la progression personnelle, effectivement, où chacun va prendre un rôle. On va inviter les jeunes à parcourir l'ensemble des rôles pour découvrir leurs talents à eux et de se dire, en fait, moi, je suis plutôt bon en construction, fabrication, moins en animation. Enfin, voilà. Et comment est-ce qu'ils identifient ça? Néanmoins, comment est-ce que je peux être au service du projet animatif, même si je suis meilleur en construction-fabrication. Voilà, donc on est dans ce leadership tournant qui permet aux jeunes de grandir. C'est-à-dire que pendant longtemps, puis c'était la tradition. On parle souvent de Baden-Powell, le créateur, le fondateur du mouvement scout. Il y avait une organisation, je dirais pas un peu militaire, mais enfin il y avait quand même ça. Il y avait les chefs, les autres qui obéissaient puis qui progressaient. Peut-être que vous éloignez un petit peu aussi de cette conception-là qui n'est pas forcément celle de la société d'aujourd'hui. S'éloigner, enfin. On le vit autrement, ça c'est sûr. Autrement, en tout cas. Mais c'est sûr qu'on est héritier de cette tradition-là d'aider à grandir par cette notion du chef ou de la cheftaine, un peu grand frère, grande sœur, puisque très proche en âge, mais notamment en pleine responsabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et le numérique nous a poussé à ça, cette culture du numérique où les jeunes parfois sont plus connaisseurs que nous sur les outils, etc. En 2019, on a fait un rassemblement pour les 11-15 ans qui s'appelait Connect, qui était vraiment comment apprendre à vivre le numérique et comment on en fait une force et quelque chose de bon pour soi et pour les autres, plutôt que les dérives qu'on peut entendre. Et c'est vrai que du coup, cette espèce de leadership partagé, cette espèce d'horizontalité, on la cultive de plus en plus parce qu'on entend bien les jeunes de se dire moi je peux avoir ma place là, voilà, et du coup je la prends plutôt que de leur dire non, tu verras plus tard. Voilà, on est aussi un lieu d'expérience dès le plus jeune âge. Puisque vous parlez du numérique, on parle beaucoup de la question des écrans pour les jeunes actuellement. Ouais. C'est un grand débat là-dessus. Est-ce qu'il y a des règles chez vous pour justement pour dire non, on n'est pas tout le temps sur les écrans. Alors c'est vrai que quand on est dans la nature, on a moins tendance à être avec son téléphone portable. Parfois, il n'y a pas de réseau d'ailleurs. Ça peut arriver, oui, c'est sûr. Alors on vit avec, parce que de toute façon... Mais il faut vivre avec quand même. Voilà. On n'a pas le choix. Néanmoins, oui, on invite, en tout cas tous nos responsables qui accompagnent en direct les jeunes, à avoir des règles communes parce que tout le monde n'est pas égaux aussi face notamment au téléphone portable. Tous les jeunes n'en ont pas. Et donc, du coup, comment est-ce que ça ne crée pas un clivage non plus entre jeunes? Donc, on invite notamment pendant les week-ends ou les camps d'été à privilégier la vie dans la nature, à privilégier la relation vraie entre eux. Entre les... Voilà, mais les téléphones sont là, le numérique est là. Donc effectivement, on ne peut pas s'en abstenir complètement. Non. Voilà, mais on essaye de l'intégrer dans notre système éducatif et de se dire comment est-ce qu'on vit avec et comment est-ce qu'on s'en sert utilement.
Et aussi toute cette question autour de quoi j'ai besoin. Voilà. Et quels sont les besoins à un moment ou à un autre, quoi. Dans les 2000 personnes qui seront là donc, ce week-end à Jonville, il y aura évidemment les cadres du mouvement scout, vous l'avez dit, mais il y aura des jeunes aussi. Hein. Alors il y aura quelques jeunes qui seront là, qui ont fait des activités avec eux, et on les invite à avoir une dynamique citoyenne. On a ce qu'on appelle toute la dynamique des conseils des jeunes, qu'on essaye d'impulser dans les 900 groupes qu'on a à travers la France. Et donc de se dire comment est-ce qu'un jeune de 8 ans, de 11 ans ou de 14 ans a un avis sur justement cette résolution de bientraitance ou d'autres choses. Et donc on va avoir des animations particulières adaptées pour eux, pour qu'ils puissent avoir leur place au sein de notre Assemblée Générale et avoir leur voix. Et c'est important pour nous que les jeunes soient au cœur de ils sont au cœur de nos débats, et donc c'est important qu'on les écoute. Qu'ils soient là, ouais, tout à fait. Qu'on les écoute évidemment, puisque c'est pour eux. Ouais. Alors parlons un peu du mouvement scout. Donc vous êtes partie, vous êtes une des cadres du mouvement scout et guide de France. Hein. Il y a à peu près à la louche, allez, on va dire 200 000 personnes dans le mouvement scoutisme en France, et vous en représentez en gros la moitié. Hein. Vous êtes c'est ça, à peu près. Le plus gros, le plus important mouvement dans le scoutisme. C'est le mouvement, j'allais dire, faut faire attention si je dis ce mot parce que traditionnel, pas traditionnaliste, hein, mais c'est le mouvement d'origine, de base, hein, du scoutisme. Oui, en France, on a eu 100 ans là ces dernières années, et donc du coup, c'est vrai que il y a eu donc Baden-Powell qui a fondé le scoutisme en Angleterre, et puis le Perceval en France qui est arrivé et qui a fondé le scoutisme, et donc on est ce mouvement. Ça 100 ans. Ça, 100 ans, voilà. Un peu plus de 100 ans, mais on a 100 ans. En gros, hein, oui, c'est ça, voilà. Les années 1921, donc voilà. Donc on a fêté notre centenaire. Et puis les scouts de France et les guides de France ont fusionné il y a 20 ans, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait les mêmes pédagogies. Oui, pendant longtemps, voilà, il n'y avait pas de, si je peux dire, de mélange entre les filles et les garçons. Là, maintenant, ils appartiennent au même mouvement. Hein, voilà, c'est ça. Les guides, c'est les filles, et les scouts, c'est les garçons. Voilà. Après, la vie d'équipe reste les garçons d'un côté, les filles de l'autre, évidemment. Mais tout ce qui est projet et tout ce qui est travailler et vivre en altérité, homme-femme, effectivement, c'est dès le plus jeune âge chez nous, et voilà, donc c'est bien en place. Il y a un lien avec la religion catholique ? Oui, on est un mouvement catholique ouvert à tous, donc voilà, c'est-à-dire qu'on est notre tradition, elle est catholique, et l'universalité que propose le catholicisme est une vraie source pour nous d'ouverture et de questionnement. Voilà, le rassemblement de l'année prochaine s'appelle Clameurs de la terre, Clameurs des pauvres, en lien notamment avec l'encyclique Laudato Si du pape François. Donc on est pleinement enraciné dans cette tradition, et en même temps en étant interpellé par les autres religions et en étant questionné et en avançant ensemble. On accueille au sein de nos groupes des enfants de tradition musulmane, des enfants de tradition juive, même si après ils ont d'autres mouvements. Alors il y a des mouvements en effet de scouts musulmans, de scouts juifs, il y a les éclaireurs qui sont évidemment en dehors de la religion, si je puis dire. Oui, qui sont neutres, enfin laïcs, et puis les protestants. Et le mouvement protestant qui est assez ancien, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui est un des plus anciens, avec le vôtre. Je disais, oui, voilà, il y avait dans la création du scoutisme, il y a un uniforme, il y a c'est un mouvement comme ça, un peu oui, d'essence un peu militaire, enfin, dans l'organisation. Évidemment, ça évolue. Et puis, alors, il y a des groupes d'âge. Oui, tout à fait. Plus restreints maintenant, hein, c'est ça ? En fait, donc on a ce qu'on appelle, aujourd'hui on parle de tenue, parce que le mot uniforme était un peu strict, donc on parle de tenue, qui est formée d'une chemise et d'un foulard. Voilà. Et chaque tranche d'âge a une couleur différente. Alors c'est quoi alors ? Alors les 6-8 ans, les farfadets, ils ont ce qu'on appelle ce qu'on appelle un vert pomme. Voilà, ils ont entre 6 et 8 ans, et c'est les parents qui accompagnent des enfants, donc voilà. Ensuite on a les louveteaux-jeannettes qui sont en chemise orange. Les louveteaux-jeannettes. Louveteaux, d'accord, oui. Voilà, classique. Les scouts guides qui sont en chemise bleue, les pionniers caravelles qui sont en chemise rouge, et les compagnons en chemise vert. Donc, et puis c'est 6-8, 8-11, 11-14, 14-17 et 17-20 ans. D'accord. Voilà pour les différents groupes. Et en fait, cette tenue, le fait de porter tous la même chemise, c'est un signe évidemment de reconnaissance, et aussi étant donné qu'on a la même chemise et le foulard, d'appartenance, de reconnaissance, et de se dire,
ça participe aussi, je trouve, à la bientraitance de se dire, on n'affiche pas des marques ou des on ne sait pas. Ça uniformise aussi la catégorie un peu sociale. C'est vrai qu'on parle beaucoup du retour de l'uniforme à l'école. Oui. Là, c'est vrai, tout le monde a la même chemise, le même foulard. Il n'y a pas de marque en effet qui apparaissent. Il y a une sorte d'égalité, enfin, dans la tenue. Et puis après, il y a une organisation à travers on appelait ça autrefois les patrouilles. C'est ça. Alors, on appelle ça aujourd'hui les équipes. Les équipes, tout ça c'est modernisé. Exactement. Ne serait-ce que dans le vocabulaire. Oui, on a. Oui, patrouille, voilà, il y avait le côté un peu militaire, quoi. Ça, équipe, ça fait. Équipe, ça fait c'est plus connu. Les patrouilles, c'était surtout à l'époque pour les 11-17 ans. Donc voilà, c'était. Absolument. Et en fait, à la coupure dans les début des années 70 à 14 ans. Il y avait les troupes, il y avait un vocabulaire comme ça. Oui, alors c'est un vocabulaire qui n'existe plus chez nous, qui n'est plus pratiqué chez nous, mais en fait, il y a toujours ces. C'est un peu les mêmes organisations, évidemment. C'est ça, il y a toujours il y a un petit groupe, une équipe, et puis les équipes se regroupent en quoi? Alors, c'est variable. Chez les Farfadets, ça s'appelle une ronde. Les équipes se retrouvent en ronde. Chez les Louveteaux-Jeunesse, c'est une peuplade. Chez les Scouts Guides, c'est une communauté. Et chez les Pionniers Caravelle, c'est une caravane. D'accord. Voilà. Et les 17-20 ans ils sont en train de réfléchir sur une nouvelle pédagogie, mais pour le moment, en tout cas, ils vivent en équipe. C'est vraiment la force de l'équipe entre 17 et 20 ans de construire des projets, des fois aller un peu à l'international, rencontrer des scouts à l'international, qui se vit. Bien sûr. Voilà. Quand les parents qui décident d'inscrire leurs enfants dans un mouvement, dans le mouvement du scoutisme, qu'est-ce qu'ils recherchent, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils vous disent, au fond? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Il y a beaucoup, majoritairement, il y a un côté sortir, il y a un côté activité dehors qui est très recherché. Ça, c'est vrai que je pense qu'entre le Covid et le numérique, c'est pour les parents un appel d'air, c'est le cas de le dire, pour que leurs enfants sortent et vivent. Sortent et puis soient en contact avec la nature. Enfin, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. C'est ça. Donc du coup, je dirais que en priorité, c'est ça, c'est de se dire, d'inviter les enfants à sortir de chez eux et à vivre des choses dehors. Et puis la deuxième tendance, c'est de se dire être dans des relations vraies. Donc être avec d'autres jeunes, par exemple un jeune qui va être à l'école peut-être plus timide ou plus réservé, va pouvoir avoir s'accomplir un peu plus dans le scoutisme. Voilà. Moi je sais que c'est mon expérience personnelle. À l'école j'étais plus timide. Alors vous-même, pardon. Moi j'ai fait le parcours. J'ai été Jeannette à 8 ans et je me suis jamais vraiment arrêtée. Mais voilà, le scoutisme aujourd'hui est pour moi un lieu de. Vous avez été la responsable. De plusieurs groupes. Oui, c'est ça, oui. Comment vous avez d'ailleurs décidé, au fond, de consacrer votre vie au scoutisme? Et au départ, le premier élan, c'est de se dire, de ce que j'ai reçu, j'ai envie de rendre service et de permettre à des plus jeunes de le vivre. Transmettre, voilà. Le premier élan, c'est la transmission. Le deuxième élan, c'est aussi de se dire, c'est un lieu où on peut innover. On a une liberté d'action qui est vraiment très très importante, et de se dire j'ai une idée et on est accompagné pour concrétiser l'idée, pour mener le projet avec d'autres, etc. Et donc ça c'est vraiment un lieu où on peut s'épanouir tout au long en tout cas pour moi aujourd'hui, tout au long d'une vie, parce qu'on va avoir telle idée, on va entendre telle chose et on va le mettre en œuvre dans le scoutisme, et après de se dire comment est-ce que le scoutisme est pionnier, ça peut être le cas de le dire, mais dans telle ou telle dynamique de la société. Et par exemple, si vous êtes toute seule dans un bois, vous savez faire un feu? A priori, oui. Vous trouvez un truc pour manger? Voilà, c'est ça. Je sais. Non, c'est vrai. Non, mais c'est important, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on est de plus en plus coupé, même s'il y a une force des mouvements écologiques ou environnementaux, mais on est de plus en plus coupé de la nature, quoi. Et c'est vrai que c'est bien d'apprendre des choses un peu rudimentaires, mais... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on cultive ce qu'on peut appeler la débrouillardise. Oui. Voilà. Et là, à Janville, par exemple, j'ai 2 permanents qui sont dans une équipe éducation nature, et qui peuvent proposer à des personnes, soit scouts ou pas, comment apprendre à faire une cabane, comment apprendre à écouter la nature, etc. Voilà, on est aussi au service pour cela. Oui, tout à fait. Il y a toujours des camps d'été qui sont un peu plus longs, toujours des tentes, on vit sous la tente. Toujours, oui. Toujours. Là, ce week-end, les 2000 personnes vont camper.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Les 2000, les participants là de ce week-end sont Ils arrivent avec leur tente et exactement. Ils montent leur tente, ils plantent les sardines. Voilà, et ils arrivent aussi avec ce qu'on appelle leur popote là pour manger, ah oui, pour les gamelles, les gamelles exactement, pour éviter le jetable, enfin tout ça, voilà. On est vraiment dans cette démarche là. D'accord. Ouais, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que même si on est cadre des scouts, on garde quand même. Voilà, on va pas à l'hôtel. Non, a priori non. Je sais pas. Et le château, non, il y a des chambres au château. Il y a des chambres au château, donc c'est vrai qu'il y a, par exemple, quand on est en formation, on peut réserver une chambre, mais en fait, on laisse toujours le choix de pouvoir camper. Et on s'aperçoit que de plus en plus aujourd'hui, les personnes campent, parce que c'est aussi de se dire, ce week-end-là, comme je suis dans mon engagement scout, je vais jusqu'au bout. On doit préserver un côté modélisant quand on est adulte, et de se dire, oui, si je demande à des jeunes de camper, moi aussi, je peux camper quelques week-ends dans l'année, quoi. Il y a cet aspect-là. Et donc, du coup, voilà, on leur réserve un espace pour camper. Ouais. On parlait des liens avec la religion catholique. Il y a en effet, il y a quand même une crise, enfin, de religieuse d'une façon générale. Est-ce que ça a atteint le mouvement scout un peu ? On peut pas dire qu'on n'a pas été atteint parce qu'effectivement on est pleinement dans la société, donc forcément on a eu des jeunes ou des jeunes chefs et cheftaines qui nous ont questionnés sur cette appartenance-là, et du coup on les accompagne, c'est-à-dire que dans le qu'est-ce que ça veut dire faire un choix libre en étant engagé dans une religion, c'est important, et je pense aussi qu'il y a eu une méconnaissance à un moment donné de ce que pouvait proposer la religion catholique et quelle spiritualité d'ouverture elle avait. Et de revenir aux fondamentaux aussi des textes bibliques, de l'évangile, de qu'est-ce qui est dit dans l'évangile, et de peut-être pas regarder uniquement l'institution ecclésiale, mais de regarder ce que sert cette institution-là, et de la parole de Dieu, qui est la parole que sert cette institution, plus que l'institution en elle-même. Donc on est aussi dans cette mouvance-là, de se dire comment est-ce que la religion catholique est aussi une religion de l'action, et donc est pleinement intégrée au scoutisme. Et comment la spiritualité n'est pas à part, mais pleinement intégrée quand on mange, comment est-ce que, tout ce qu'on fait peut être relu à l'image de la parole de Dieu. Il y a aussi beaucoup dans la société des débats sur le harcèlement, notamment scolaire. Évidemment, tous les mouvements de jeunesse sont confrontés à ce type de questions. C'est une question qui vous est posée, évidemment. Bien sûr, oui. On est très alerté là-dessus, et on met les choses en place. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout jeune, tout bénévole qui s'engage dans notre mouvement, nous faisons les vérifications nécessaires pour savoir s'il n'y a pas d'antécédents, voilà. Et après, toute déclaration de jeunes ou d'autres personnes qui signalent des violences physiques, verbales, de harcèlement, etc., on les prend au sérieux tout de suite, et on est très en lien avec la justice pour se dire, on signale, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on met hors d'état de nuire si jamais il y a une personne qui a été nuisible vis-à-vis d'autres. On a pendant tout l'été, pendant tous les camps qui ont lieu, on a ce qu'on appelle une ligne d'urgence sur lesquelles on reçoit des appels, et aussi le scoutisme peut être un lieu pour des jeunes de révéler des choses qui se passent ailleurs. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on accompagne ça aussi un jeune qui est harcelé à l'école peut le dire à un week-end scout, par exemple. Absolument, voilà. Oui, c'est plus simple, oui, parfois. Le cadre le permet, voilà. Il y a toujours des totems ? Alors, non. Si je me souviens, on disait par exemple Michel Rocard, alors il était chez les éclaireurs, mais c'était Hamster et Rudy, par exemple. Il y avait des titres comme ça qui étaient assez marrants. Alors, c'est plus pratiqué. En fait, il y a eu des abus et des dérives. Moi, j'étais quoi à la moqueur, pour tout vous dire. Ah, très bien. Et moi, je ne suis pas totémisée, par exemple. Vous n'avez pas de totem. Non, j'ai pas. C'était à la génération d'avant, alors. Oui, je crois, oui. Alors après, ça peut arriver sur des jeux. Quand c'est bienveillant, et voilà, il n'y a pas de problème, mais il y a eu quelques dérives. Oui, alors c'était des rites d'initiative parfois un peu raides, un peu limites. Hein. Voilà. Et donc du coup, on a dû arrêter ces pratiques-là parce que il y en a qui ont souffert de ces passages-là. Donc du coup, on n'a plus cette pratique-là, cette coutume-là.
Donc je rappelle, le week-end, samedi, dimanche, 4 et 5 mai, dans le domaine de Jambeville, c'est dans les Yvelines. Hein. C'est une commune. Jambeville, c'est une commune et on a ce centre d'activité. C'est assez amusant parce que Jambeville, ça commence comme Jean Boré. Exactement, oui. C'est un pur hasard. Jean Boré, c'était les réunions, les grandes réunions de scouts. C'est les rassemblements internationaux qui ont lieu tous les 4 ans à travers le monde. Ouais, ça existe toujours, les Jean Boré. Ça existe toujours, oui, tout à fait. Il y en a eu un en Corée l'été dernier. Donc voilà. Donc voilà, vous serez de 2000 personnes dans les tentes et puis après dans les espaces de débat. Et pour parler justement des réponses possibles aux lettres de la jeunesse. Hein, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.